Là, pour la première question, je passerai d'abord la parole à Paul. Donc, la décision du Conseil des gouverneurs de la BCE du 20 février dernier, qui était espérée et attendue, est-ce que tu peux nous en rappeler les motivations, ses opportunités, ses défis, en quelque sorte, et son articulation? Merci. Oui, merci d'abord pour l'invitation. Alors, j'ai la très difficile tâche de répéter l'importance du rôle de la monnaie centrale après Pierrot, après Evelyne et tous les panels, mais je vais quand même essayer d'aller suffisamment vite. Donc, cette décision du Conseil des gouverneurs le 20 février dernier d'étendre en fait les travaux, comme l'a dit Pierrot, au niveau des règlements interbancaires sur l'utilisation des nouvelles technologies pour la monnaie centrale, elle a suivi le grand succès que nous, dans l'Eurosystème, on considère être le grand succès des travaux exploratoires qu'on a menés en 2024. Donc, on a mené une 50aine d'expérimentations, y compris des transactions réelles avec des acteurs de marché, sur des cas d'usage, notamment autour de l'émission, le règlement d'actifs numériques, des cas d'usage de paiements innovants en Europe au niveau interbancaire, des paiements programmables et les paiements transfrontières. Et donc, sans surprise pour l'assistance, ce que nous, Banque Centrale, on retient de ces travaux, c'est avant tout, premièrement, l'importance de la monnaie centrale, en particulier au niveau des échanges interbancaires, comme actif de règlement sûr, sécurisé, sans risque, qui permet vraiment de sécuriser ces échanges-là, qui assure aussi l'ancrage du système monétaire. C'est sur cela qu'est construit la convertibilité avec les autres formes de l'euro, comme Pierrot l'a rappelé. Et donc ça, pour nous, c'est un point qui reste évidemment très important, qui nous a amené en tant que Banque centrale à réfléchir à la manière d'adapter les technologies qu'on utilise pour fournir cet actif de règlement au niveau interbancaire. Mais également, c'était aussi, c'est important de le souligner, c'est un point qui était attractif et demandé du point de vue du marché même, qui nous a souligné l'importance pour eux d'avoir accès à cet actif de règlement-là pour qu'ils développent eux-mêmes l'innovation, la tokenisation. Le deuxième point qu'on a retenu de ces travaux, c'est l'opportunité et les bénéfices qui peuvent être attendus de l'utilisation des nouvelles technologies de la tokenisation. Pierrot l'a très bien dit, c'est vraiment une technologie qui nous apparaît assez transformative par rapport à la manière dont les infrastructures et les marchés actuels fonctionnent. Ça implique de réfléchir à la nouvelle manière d'organiser les différentes fonctions qu'on connaît dans la chaîne de valeur, l'émission, le trading, le règlement. Et surtout, c'est quelque chose où l'Europe a un vrai avantage compétitif quand on voit au niveau industriel l'ensemble des acteurs qui ont été prêts avec nous à travailler très rapidement pour déployer énormément de cas d'usage très innovants, de nouvelles manières de fournir les services qu'on connaît, aussi de nouveaux services. Donc, il y a un vrai dynamisme de l'écosystème en Europe qu'il est effectivement très, très important de soutenir en termes de souveraineté, d'autonomie stratégique. Ce qui nous a donc amené à définir donc cette approche two tracks, ou cette approche à deux voies. La première qui consiste donc à soutenir le marché à court terme en continuant à offrir une solution innovante pour l'accès pour la monnaie centrale, pour les règlements interbancaires. Donc concrètement, à partir des trois solutions que l'Eurosystème avait mis en place pour le contexte de ces expérimentations-là, c'est retenir les meilleurs éléments de ces trois solutions pour définir une solution commune, la mettre à disposition au marché le plus rapidement possible pour qu'il continue de se développer. Ça implique toutefois, puisque ces solutions-là sont dites d'interopérabilité, que le marché continue de travailler avec différents types de technologies, blockchain privé, blockchain public, différents types de modèles économiques. Donc ça implique une divergence, on va dire, à court terme, qui est tout à fait normale, c'est le principe de l'innovation. Mais pour l'Eurosystème, il est extrêmement important, en parallèle de cela, donc en parallèle de cette première voie, de réfléchir d'emblée à la cible qu'on veut avoir à long terme en tant qu'écosystème de marché en Europe, pour assurer qu'à terme, on atterrisse bien sur un écosystème intégré, un écosystème harmonisé, et qui réponde bien sûr aux enjeux de l'Union des marchés de capitaux et de l'Union pour l'épargne et l'investissement. Donc c'est à peu près l'idée de la two-track approach. Merci. On va essayer de faire des réponses un tout petit peu plus courtes parce qu'on n'est pas en avance. Adeline, la Banque de France a été très en pointe donc, sur ce sujet. Comment analysez-vous justement la décision du Conseil des gouverneurs et comment voyez-vous la suite aujourd'hui au niveau de ces travaux? Alors, nous, à la suite de la décision du Conseil des gouverneurs du 20 février, on a justement, il y a eu ce communiqué de la BCE annonçant les deux étapes qui commencent en parallèle.
Et donc, dans la foulée, on avait d'ailleurs fait notre propre communiqué de presse pour justement saluer cette décision du Conseil des gouverneurs, parce que nous soutenons pleinement. Et en particulier pour la première étape, donc l'approche, l'étape 1, l'idée c'est de pouvoir mettre à disposition une monnaie numérique de banque centrale dès le début de l'année prochaine. Et en travaillant, je l'avais, je crois déjà mentionné en avril, en travaillant sur les 3 solutions qu'on avait développées l'an dernier, qu'on avait testées, pas simplement développées, qu'on avait testées l'an dernier avec tous les acteurs de marché, comme l'a rappelé Paul. Donc l'idée c'est de prendre le meilleur des 3 solutions. De démarrer avec les 3. Non, c'est de faire. On avait 3 solutions l'an dernier et qu'on vise l'an prochain, c'est d'avoir une solution, mais en prenant le meilleur des 3. Donc c'est pas une des 3 solutions de l'an dernier, c'est une 4e qui combine les 3 de l'an dernier. En fait, la Banque d'Italie, par exemple, avait elle travaillé essentiellement sur ce qu'avait proposé la Banque d'Italie, se concentrait beaucoup sur l'interaction avec le marché, avec le H-Link, avec le marché pour ceux qui connaissent. La Bundesbank, elle, à l'inverse, s'était surtout focalisée sur le lien automatisé avec les services target, avec T2. C'est la Trigger Solution. Et la Banque de France, si je peux dire, avait elle travaillé sur le milieu de la solution en proposant sa propre blockchain DL3S pour pouvoir émettre de la monnaie numérique de banque centrale, donc de la monnaie centrale sous forme de token, en allant la chercher dans T2. Donc en fait, chacun s'était finalement positionné sur une partie d'une solution et plus spécifiquement, eh bien, on arrivera assez aisément à combiner les 3. Évidemment, ça demande encore un petit peu de travail et également avec vous. On va aussi faire appel à vous donc pour l'année prochaine en tant qu'acteur de marché. Et en revanche, le message que je voulais aussi faire passer aujourd'hui, c'est qu'on a fait des tests l'an dernier avec l'ensemble de l'Eurosystème et à la Banque de France, on en fait depuis 2020. On va avoir une solution à partir de l'année prochaine, ne serait-ce que de court terme, puisqu'après, comme on l'a évoqué Paul, on a un track 2. Mais cette année, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Et on a déjà fait appel, d'ailleurs, à la Banque de France, mais je le redis ici aujourd'hui, c'est que évidemment, on est ouvert à toutes les initiatives que vous pouvez porter et on est prêt à continuer. Alors pas avec la solution de l'année prochaine, mais avec la solution qu'on avait déjà nous l'an dernier à la Banque de France. On est prêt à continuer cette année à faire des expérimentations avec vous, dont on verra également avec évidemment avec l'Eurosystème. On ne revient pas à des expérimentations purement Banque de France, mais on continue ce qu'on a fait l'an dernier et si vous avez évidemment des initiatives, des cas d'usage, des projets à porter pour lesquels vous avez besoin de monnaie numérique de banque centrale, eh bien, on est tout à fait disposé à vous la fournir. Voilà. Merci, c'est plus clair. Nicolas. Merci. Donc maintenant, je vais passer la parole à Anselme pour... Merci Nicolas. Du point de vue de la Direction générale du Trésor et plus généralement des pouvoirs publics, des autorités publiques, politiques, le soutien à l'euro numérique de gros est clair, a été clairement affirmé par un soutien ministériel répété à plusieurs reprises dans différentes instances européennes et notamment en Eurogroupe. Et la raison en est assez simple, c'est que l'euro numérique répond à un besoin clairement identifié, à des cas d'usage clairement identifiés. Le premier ont été abordés à la fois par Paul et Adeline, donc j'y reviens très rapidement. C'est le règlement livraison et donc c'est le fait d'accompagner le mouvement de tokenisation de la finance puisqu'il faut avoir une patte cash du règlement livraison qui soit tokenisée comme la patte titre, puisque si ces deux pattes ne sont pas tokenisés, alors on n'a pas la rapidité et l'instantanéité du fameux règlement dit atomique, règlement instantané, et qui comporte un certain nombre de bénéfices en termes d'élimination, de risques, de contrepartie notamment. Donc l'absence d'une MNBC interbancaire freine ce mouvement de tokenisation de la finance et on pense qu'il faut remédier à cela et éliminer le risque de contrepartie grâce à la MNBC interbancaire. L'autre raison a également été évoquée, c'est la MNBC bancaire à des fins de paiement transfrontières qui permet de contourner le système complexe et à la fois coûteux et lent de correspondance bancaire. Et pour cela, c'est important d'avoir des MNBC qui soient interopérables pour réduire ces frictions.
Et puis, une autre raison du consensus qui émerge clairement sur le sujet euro numérique de gros, c'est que les acteurs, les banques utilisent de longue date les services du système Target. Et là, on est dans une évolution technologique, certes, très, très importante, mais on est dans une sorte de tokenisation du système Target qui est bien connu des acteurs et ce qui participe de nouveau au consensus qui émerge sur le sujet. Et puis, la dernière raison, c'est que contrairement à l'euro numérique de détail, là, on n'a pas besoin d'évolution réglementaire. On peut procéder à droit constant. Et donc, on peut aller de l'avant sur les expérimentations sans tomber dans les difficultés que suscite le track législatif sur euro numérique de détail. Merci. Alors, Stéphanie, là encore, on se retourne du côté des acteurs du marché. Donc, merci d'être avec nous à nouveau. Donc, à quoi cette nouvelle forme de monnaie centrale va-t-elle servir? Le grand montant va-t-elle servir? Merci. Alors, à quoi ça va servir? Ça va servir à accompagner le développement, la transformation de la finance qui va passer d'un modèle centralisé, qui est celui qu'on connaît depuis des décennies, c'est-à-dire que toutes les transactions financières sont inscrites sur des registres détenus par les différents intermédiaires financiers, les banques, les plateformes de négociation, les chambres de compensation, les dépositaires centraux. On va basculer vers une technologie où ces registres sont partagés, sont décentralisés et sont inscrits sur la blockchain. Qu'est-ce que c'est que la blockchain? Ça n'est rien de moins qu'un livre, un registre sur lequel les transactions sont inscrites. La différence, c'est qu'au lieu que ce registre soit tenu par une personne centralisée, comme c'est le cas jusqu'à présent, et c'est la raison pour laquelle ces acteurs centralisés sont très fortement régulés, pour s'assurer qu'ils n'inscrivent pas des fausses transactions, là, ce qui va bouger, c'est que ce registre est tenu et géré par un ensemble d'acteurs qui sont connectés et qui sont incités de manière monétaire à inscrire les bonnes transactions sur ce registre. Donc, il y a cette transformation profonde de la finance qui est à l'œuvre. Pourquoi? En fait, c'est la conséquence de la révolution Internet. Voilà. Cette révolution Internet, qui s'est d'abord traduite dans les technologies de l'information, va atteindre petit à petit le monde financier, le monde des paiements, le monde de la valeur. C'est aussi pour ça qu'on appelle le Web3 l'Internet de la valeur. Donc, ce qui va se passer, c'est que ces transactions qui jusqu'à présent étaient inscrites dans tous ces intermédiaires seront inscrites sur la blockchain. Comment est-ce que tout ça va s'accompagner? On a besoin d'un actif monétaire pour le régler. Et c'est là où la réglementation actuelle n'est pas alignée sur cette nouvelle technologie. Donc cette analyse a déjà été faite il y a de nombreuses années en France, puisqu'on ne l'a pas dit, mais la France était assez précurseur sur ces sujets-là, et notamment l'AMF à l'époque a fait une analyse de la réglementation financière pour voir s'il était possible de tokeniser, de mettre sur la blockchain toutes les transactions financières. Et donc, on avait analysé, à l'époque j'étais là-bas, la réglementation MiFID, CSDR, Prospectus, AIFM, OPCVM, etc. Et il n'y avait qu'un seul point qui bloquait dans la réglementation pour pouvoir mettre sur la blockchain toutes les transactions financières, c'était la monnaie. C'était le règlement monétaire. Parce que notre réglementation actuelle, donc dans CSDR très précisément, impose le règlement des transactions de gros en monnaie banque centrale. Et la seule technologie de monnaie banque centrale qu'on a aujourd'hui, c'est une technologie qui n'est pas sur la blockchain. C'est dans Target 2. Et donc, si on veut tokeniser tout le cycle de vie de l'actif, donc tokeniser les instruments financiers, c'est déjà le cas. Piero Cipollone a dit tout à l'heure que 60% des banques européennes utilisaient la blockchain, ont déjà utilisé la blockchain. C'est essentiellement pour des émissions obligataires. Donc, beaucoup de monde en a déjà fait. Nous, chez Société Générale Forge, on était pionniers en la matière. Donc, l'émission primaire, on sait déjà le faire. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de marché secondaire. Pourquoi il n'y a pas de marché secondaire? Parce qu'on ne peut pas régler sur la blockchain et avoir l'appât titre et l'appât de cash sur la blockchain. Et donc, c'est pour ça que le régime pilote a été créé. Donc, c'est un règlement européen pour favoriser des infrastructures de marché sur la blockchain. Donc, qu'est-ce qui permet de faire ce régime pilote? 3 innovations totalement radicales, qui d'ailleurs n'existent nulle part ailleurs dans le monde. Enfin, maintenant, on a été un peu copié. Premièrement, ça permet de régler les transactions financières en monnaie tokenisée, soit en monnaie numérique de banque centrale, en CBDC,
soit en monnaie commerciale tokenisée, on ne sait pas exactement ce que c'est, soit en stablecoin. Vous voyez, il y a déjà ces 3 choses qui sont dans le règlement et qu'il faut commencer à utiliser. La deuxième innovation du régime pilote, c'est de fusionner 2 intermédiaires préexistants, les MTF, les plateformes de négociation, et les CSD, les systèmes de règlement livraison. Donc on voit déjà qu'il y a un mouvement de désintermédiation qui est à l'œuvre. Et la troisième innovation du régime pilote, c'est la possibilité d'accéder à une base de liquidité beaucoup plus grande. C'est la possibilité pour les retail de participer à ces nouvelles plateformes de négociation. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que dans cette dynamique d'évolution de la finance qui va aller de plus en plus sur la blockchain, on a besoin de la CBDC pour accompagner ce mouvement parce qu'on ne veut pas que cette tokenisation de la finance s'accompagne d'une moindre sécurité, d'une moindre stabilité financière. Donc là, je rejoins tout à fait ce que Piero Cipollone disait, il faut garder cette articulation entre une monnaie commerciale et une monnaie centrale sur la blockchain. Par contre, je rejoins aussi la deuxième chose qu'il a dite suite à ma question, c'est qu'il ne faut pas occulter le fait qu'il faudra aussi avoir une monnaie commerciale sur la blockchain. Comme aujourd'hui, cette architecture monétaire, elle n'a pas vocation à évoluer. Donc, on doit avoir une CBDC wholesale, on doit avoir cette monnaie commerciale sur la blockchain. Et d'après ma vision, cette monnaie commerciale sur la blockchain, ce sont des stablecoins euros. Merci. Jacques, beaucoup de choses ont été dites. Comme on sait que tu es très bavard, on va te demander d'être court, c'est-à-dire moins de 50 minutes. Si voilà, ça va me simplifier la tâche. En fait, c'est toujours la difficulté de passer après plein de grands speakers qui ont bien résumé la situation. Moi, j'essaierai de prendre une dimension un petit peu différente. Je ne sais pas si vous avez fait vraiment attention. Je suis au départ aussi un homme de marché, en plus d'être un homme de l'interbancaire. Et si vous avez regardé ce qui s'est passé derrière les dernières tromperies autour des annonces de TVA, etc., qui se sont égrenées les derniers jours et les dernières semaines, il y a eu une réaction très inhabituelle de l'ensemble de tous les marchés mondiaux. C'est qu'ils ont vendu l'Amérique. C'est-à-dire qu'en général, dès qu'il y a ce type de crise ou de conflit ou de problème, tout le monde se précipite vers la devise refuge qu'est le dollar ou les bons du Trésor US ou les actions US. Et là, ça ne s'est absolument pas passé comme ça. Tout le monde a vendu les États-Unis. Ce qui veut dire que, et j'insiste sur ce point, il y a une place à prendre. Aujourd'hui, l'euro est la deuxième devise mondiale, mais 3 fois moins importante que le dollar. Et quand vous regardez encore un petit peu plus loin, Piero l'a rappelé dans son intervention, pratiquement 95-99% de tous les nouveaux actifs que sont les stablecoins sont libellés exclusivement en dollars. Donc, je pense qu'il y a un domaine de souveraineté sur lequel il ne faut pas se tromper aujourd'hui. Il y a donc un nouvel élan de l'euro suite aux crises qu'on a connues en 2010, 2015, etc. Une forme de New Deal, je ne veux pas refaire du keynésianisme basique, mais qui doit passer par cette nouvelle dénomination de la monnaie de référence. Piero citait Michel Aglietta aussi, l'écu et la vieille dame, pour ceux qui s'en souviennent. Et donc, il y a un enjeu de souveraineté là derrière. Et il faut répondre aux besoins du marché de cette nouvelle dénomination de la monnaie. Une demande forte, et j'insiste, non pas de dénouement en monnaie centrale, mais de nouvelles dénominations de cette monnaie centrale. Et aujourd'hui, cette nouvelle dénomination, ça passe par des blockchains. Piero, à ma question tout à l'heure, répondait « Oui, mais Jacques, il faut qu'on attende un peu de voir comment ça va se passer pour ne pas se tromper au niveau du choix. » Souvenez-vous, les amis, la blockchain, ce n'est pas d'hier que ça date. Ça date de plusieurs
années, voire dizaines d'années maintenant. Donc la blockchain, c'est quelque chose qui est robuste et qui permet de répondre aux différents besoins. Et quand on parle de wholesale CDBC, je suis désolé, il faut parler non pas du déversement. Alors Adeline nous parlait des solutions allemandes ou des solutions italiennes. Je suis désolé les amis, mais là on est dans du déversement de systèmes exogènes. L'euro qui reste, c'est de l'euro qui est dans un TIPS ou dans un target. Ce n'est pas une DLT qui produit des cash tokens. Et ce n'est pas parce que Adeline est autour de la table que je dis ça, mais la seule solution qui est porteuse d'avenir dans le cadre de du vrai débat qui est la blockchain, qui est la DLT, je suis désolé, mais c'est la solution Banque de France, parce qu'elle intègre from day one une DLT cash et donc des cash tokens. Donc là, moi je dirais que c'est là où il y a un véritable enjeu, développer le plus rapidement possible une vraie DLT cash en euros, banque centrale. Et là, on pourra parler d'un digital euro. Merci. Joris, à vous, essayez de faire autant d'efforts que vient de le faire Jacques, on va dire ça comme ça, pour essayer d'être concis. Bonjour à tous. Moi, je vais être succinct parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites déjà sur les motivations. Je pense que le driver principal, c'est la demande du marché. On voit le marché des actifs numériques qui croît et le besoin d'avoir cet instrument de paiement tokenisés qui permettent de régler sereinement les transactions. Je ne reviens pas sur tous les bénéfices que ça apporte et tous les travaux qui ont été faits. Adeline le disait depuis 5 ans sous l'égide de la Banque de France et de la BCE avec les trials de l'an dernier. Il y a énormément de bénéfices sur les opérations de marché. Peut-être je vais insister plus sur ce qui arrive et les défis qu'on voit. Je crois que c'était une des parties de la question. Sur l'approche en deux tracks. Track 1, très rapide, Pierrot le disait, on veut quelque chose en production dès l'an prochain. On voit aujourd'hui quand même qu'il y a beaucoup de débats sur est-ce qu'il faut que cet euro soit sur une plateforme maîtrisée par les centrales banques, est-ce qu'il faut l'ouvrir à potentiellement des stablecoins, l'intégration avec les systèmes que design et pousse aujourd'hui des banques commerciales. On voit donc cette fragmentation un peu technologique et ça, c'est des travaux qui vont être compliqués à faire dans un laps de temps assez court pour respecter le planning de la BCE. Et après, sur le long terme, on disait, on vient juste de le redire, avoir une DLT avec une patte cash ouverte, c'est bien. Nous, ce qu'on pense aussi, et Stéphanie le disait aussi, il y a un vrai push du marché en ce moment sur d'autres types d'outils de paiement, les stablecoins notamment, et pourquoi pas autre chose. Il faudra aussi que le futur euro digital wholesale soit intégré avec cet écosystème. Alors soit, encore une fois, via l'approche actuelle, où on interopère, ou il y a des approches un peu plus novatrices, comme le pousse par exemple la BIS avec Agora sur des registres unifiés. Merci. Voilà. Donc, sur les conditions de succès et les difficultés potentielles, notamment l'articulation entre l'euro numérique de gros et le numérique de détail, et aussi l'articulation, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, entre les deux voies de la two-track approach retenue pour l'euro numérique de gros. Donc, je vais peut-être commencer par te repasser la parole, Jacques, si tu veux bien. Voilà, et tu as dit en moins de 50 minutes. Voilà. Alors, 500 minutes, c'est ça. Moi, là encore, j'ai essayé de prendre une position un petit peu à part du discours habituel. Il faut aussi regarder la vraie vie et la situation interbancaire. Je m'explique. Aujourd'hui, dans toutes les trésoreries bancaires, ce qui est important, c'est sa position de fin de journée, pour pouvoir avoir quelque chose de stable et d'épuré au niveau de cette position de fin de journée. Comme vous le savez, on a le nouveau métier qui a été créé avec la série du trésorier pilote des flux qui va justement assurer ce bon atterrissage de fin de journée pour assurer une seule position en euros de gros. Et je dirais, il y a deux axes qui sont derrière. Le premier axe, c'est qu'il faut
assurer une fongibilité totale de tous ces euros dont on parle. C'est-à-dire qu'un euro billet ou un euro compte à compte sur le compte d'une banque centrale ou un euro digital qui est sur une DLT, c'est avant tout un euro. Et donc, il faut qu'il y ait une fongibilité intégrale de tous ces euros pour qu'à la fin de la journée, notre trésorier n'ait pas à maintenir des positions différentes entre ce qui se passe sur Target 2 ou ce qui se passe sur une éventuelle DLT en cash token. Donc, première chose importante, une fongibilité intégrale. Deuxième chose, là encore, reprenons la référence et Hervé citait un petit peu ça dans sa présentation au tout début, c'est regardons ce qui s'est passé pour le passage à l'euro. Dans le cadre de ce passage à l'euro, ça n'a pas démarré en 2002, désolé les amis, le passage à l'euro c'était en 99 et c'est à partir de 99 qu'il y a eu un marché de gros sur l'euro et c'est grâce en fait à un marché interbancaire performant pendant 3 ans que derrière toute cette tuyauterie et toute cette organisation étant derrière la confiance qui va avec la confiance qui va avec, tu as raison, ça s'est passé tout seul et donc il faut se servir de cette expérience de l'euro pour dire si on veut réussir éventuellement un digital euro, il faut d'abord passer par un marché interbancaire performant et un euro numérique de gros. 2 derniers points pour évoquer un petit peu les sujets d'actualité qu'on a eus ce matin. D'abord, quelle complémentarité? On a parlé beaucoup de monnaie commerciale, monnaie centrale, etc. Mais le débat, pour moi, il n'est plus là. Les crédits font les dépôts, etc. Bon, je ne vais pas vous faire de l'économie monétaire. On est dans une logique qui est totalement différente là. On n'est pas dans une logique de monnaie. On est dans une logique d'architecture technique. Qu'est-ce qui fait la force de l'euro numérique? C'est son support technique. C'est le registre distribué. C'est la DLT. Que ça soit sur une chaîne publique, chaîne privée, ou mieux encore, une shared ledger, c'est-à-dire partagée public-privé, là, on aura une vraie complémentarité entre le public et le privé, entre l'aspect commercial et l'aspect central. Dernier point, ça rejoint, et j'en terminerai là-dessus, un peu ce que je disais à Pierrot tout à l'heure. Le problème que l'on a, c'est que toutes les solutions, et désolé les amis, que l'on a eues avec les trials, ce sont des solutions de déversement de systèmes exogènes. C'est de l'interopérabilité. Et c'est pire encore, parce que Trigger, la solution allemande, ou Hashling de la solution italienne, ce n'est qu'un déversement, soit dans Target 2, soit dans TIPS. Il n'y a toujours pas de DLT là-dessus. Il n'y a toujours pas de cash token. Il n'y a toujours pas d'euro digital en tant que tel. C'est uniquement un règlement en monnaie centrale. Merci. Et donc, j'en ai pas terminé. Et donc, pour moi, ce qu'il faut, c'est aller tout de suite à la cible, qui est d'avoir un vrai cash token, d'avoir une vraie DLT cash, une monnaie centrale bien évidemment, et n'oubliez pas une chose, c'est qu'on parle de solutions court terme, on parle de solutions long terme. En court terme, on va adopter des solutions pour avoir des déversements rapides, etc. N'oubliez jamais une chose, le provisoire a une fâcheuse tendance à perdurer. Thank you. Stéphanie, est-ce qu'il y a beaucoup de choses à ajouter après tout ce que Jacques nous a dit? Ah non, là, c'est vrai que c'est quasiment complet. On peut faire court. Juste 2 points. Le premier, c'est pour pouvoir créer du coup ces nouveaux systèmes de paiement, il faut
y a toujours des modifications réglementaires à faire. C'est très important parce que ces nouveaux acteurs du marché financier, ce sera les nouveaux GAFA. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire que la blockchain est au secteur financier ce qu'Internet a été au secteur des télécommunications, c'est-à-dire une rupture technologique majeure qui va permettre d'accélérer des transactions, de réduire des coûts, de créer des nouveaux cas d'usage. Force est de constater, c'est un constat collectif, qu'en Europe, on a quand même raté la révolution Internet. Mario Draghi l'a dit, l'a écrit, on en est tous conscients. Ça a conduit à des écarts de gains de productivité majeurs entre les États-Unis et l'Europe, qui se traduisent par des écarts aussi de croissance et de revenus. Pourquoi? Parce que les gains de productivité issus de la révolution Internet ont créé des champions internationaux américains et ont été mieux intégrés dans l'ensemble des entreprises aux États-Unis qu'en Europe, en créant des gains de productivité. Dans le secteur financier, on a la chance d'avoir une nouvelle révolution technologique, de pouvoir demain créer des nouveaux champions européens sur ces nouvelles technologies et d'intégrer tous les gains de productivité dans nos entreprises. Pour ça, il faut les créer, ces nouveaux champions. Les nouveaux champions, ce seront les nouvelles places de marché, les nouvelles places de règlement livraison, les nouveaux prestataires de services technologiques. Pour ça, il faut qu'ils puissent se développer à une grande échelle. Donc, comme je l'ai dit, le règlement sur le régime pilote permet de faire ça. Le problème, c'est que ces nouvelles infrastructures sont plafonnées par des plafonds de volume d'émissions et négociations. Donc, sur ces nouvelles places de marché, on ne peut finalement que négocier des petits volumes. Et donc, ça ne permet pas le développement d'une grande industrie européenne à l'échelle pan-européenne et à l'échelle internationale. Donc, il faut absolument, dans le cadre de la révision de la SIU, Savings and Investment Union, que la Commission européenne réouvre le règlement sur le régime pilote et enlève les plafonds qui permettent à ces infrastructures de se développer. Le deuxième point, très rapidement, c'est que pour que la CBDC, toute cette évolution se fasse, il faut qu'il y ait une très forte coopération entre le secteur public et le secteur privé. Donc, c'est le cas sur la wholesale CBDC. En l'état actuel, on comprend que les différentes banques centrales sont en train de chercher la solution technologique qui sera proposée. Il faut que le secteur privé soit associé dès maintenant, le plus tôt possible, à la conception de la solution opérationnelle qui sera choisie. Voilà, donc ça, c'est vraiment une demande forte. Et il faudra également que ces expérimentations sur la quatrième solution testent l'interopérabilité entre la wholesale CBDC et les stablecoins. Merci. Tout a déjà été dit sur ce point. Je serai très bref. La première chose, c'est reconnaître que l'euro numérique de gros s'appuie sur une technologie innovante. Du point de vue de la Direction générale du Trésor, c'est vraiment un enjeu technologique majeur. Christophe Bory, tout à l'heure, indiquait que dans le nom de notre ministère apparaît la notion de souveraineté numérique. Donc, on considère que c'est une technologie absolument indispensable, la blockchain, qui permet de rendre les transactions plus rapides, plus sûres, moins coûteuses, avec un potentiel d'efficacité considérable pour tous les acteurs financiers. Peut-être sur les défis, les objectifs à cet euro numérique de gros, on pourrait en fixer deux. Le premier, c'est de renforcer le rôle international de l'euro, qui est pour partie un impensé, en rendant nos infrastructures de paiement transfrontières plus attractives et avec une monnaie centrale interopérable qui s'appuie donc sur la technologie innovante de la blockchain. On contribuerait à faire, du moins c'est l'objectif de l'euro, une monnaie de référence pour les paiements internationaux et les réserves de change, avec par ailleurs une complémentarité entre l'euro numérique de gros et les stablecoins libellés en euros, puisqu'on pense que le rôle international de l'euro proviendra aussi des stablecoins libellés en euros. Et puis enfin, ajouter que ce projet naturellement s'inscrit dans une logique de compétitivité, de souveraineté européenne, et qui doit favoriser l'émergence d'infrastructures de marché de nouvelle génération à un moment où les transformations des systèmes financiers s'accélèrent au niveau mondial. Voilà, alors là, on a eu 3 expressions de besoin. Alors maintenant, on va demander aux personnes qui fabriquent les solutions de nous dire
Comment y répondre à tout ça? Adeline, conditions de succès donc pour intégrer cette demande. Oui. Alors les conditions, s'il y a une condition de succès, c'est celle qu'on applique très souvent quand même, et notamment avec les expérimentations qu'on fait, qu'on mène depuis plus de 5 ans, c'est le partenariat public-privé. Et j'aime bien le parallèle qu'a établi Stéphanie avec Internet. Je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas effectivement louper le virage en Europe. Et parce qu'il y a surtout un phénomène, en fait, on parle de monnaie centrale, dont on parlait moins avant cette émergence des nouvelles technologies. Ce qui est important, et c'est reconnu maintenant, ça revient sur le devant de la scène, mais c'est une vieille histoire, c'est la convertibilité entre les monnaies, elle est assurée par la monnaie centrale. Donc ça a remis au centre du jeu, finalement, la monnaie centrale, que ce soit pour le retail ou pour le wholesale. Il y a un autre phénomène, c'est peut-être ce que voulait dire aussi Stéphanie, c'est par rapport avec sa comparaison avec Internet, c'est qu'aujourd'hui on a un phénomène peut-être de plateformisation qui vient aussi percuter l'industrie financière. Et c'est pour cela que côté Eurosystème, eh bien, même si on a des solutions de court terme, on peut penser qu'elles vont durer, mais on va tout faire pour qu'elles ne durent pas et qu'elles s'améliorent. C'est pour ça qu'on a un track 2 qu'on commence dès maintenant. Il est important qu'on ait nous aussi nos propres plateformes pour ne pas se laisser imposer des plateformes par les autres, justement dans ce phénomène de plateformisation qu'on voit. Je crois que c'est important. Il faut aussi qu'on tire les leçons d'Internet d'il y a 25 ans. Ça, c'est un deuxième point qui est important dans ce partenariat public-privé. Et donc, je reviens sur la monnaie centrale pour terminer. Je disais, on est présent dans le retail, dans le wholesale, depuis toujours. On a vocation à continuer à l'être. Il faut aussi penser finalement au milieu, qui est le corporate, dont on parle peu, en fait, dans tout ça. On ne sait jamais dans quelle catégorie il va tomber. Et aujourd'hui, c'est pour rappeler qu'effectivement, la monnaie commerciale, elle est très importante avec la monnaie centrale pour financer l'économie. Alors, on parle de stablecoin, on parle de monnaie commerciale tokenisée. Je n'ai pas toutes les réponses. En revanche, c'est vrai qu'en Europe, on n'a pas interdit les stablecoins. Ils sont encadrés d'ailleurs par MiCA, et ça, c'est important. Et c'est encore une fois là-dessus qu'il faut qu'on travaille ensemble, public-privé. Merci. Là encore, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Moi, je vais essayer de vous donner ma perspective plus technologique du coup sur le futur. Et parce que je suis IBM, je vais vous parler du coup un peu technique, mais je vais essayer de rester très, très light. Voilà, et court aussi. Non, ce qu'on se dit surtout de notre côté, c'est que, alors peut-être pas pour le track qui va commencer, qui est déjà en cours, mais sur la solution long terme, ce qui doit être construit, doit être pérenne sur peut-être les 10-15 prochaines années. Du point de vue technologique, on voit beaucoup de risques associés à l'utilisation de la DLT. Donc, avec les années, la technologie est mature, on sait traiter plein de sujets. Par contre, la technologie évolue aussi. Côté IBM, on travaille beaucoup sur l'ordinateur quantique. Ça nous paraît vraiment important que la BCE, toutes les banques centrales, prennent ce développement en compte et commencent à construire des DLT qui soient quantum resistant. Et donc, s'appuie sur les derniers travaux, les derniers algorithmes d'encryption poussés par le NIST qui sont quantum resistant. Voilà, sur l'aspect technologique. Paul, vous avez une lourde charge là, c'est d'essayer de conclure sur toutes ces demandes et de nous dire que vous êtes d'accord sur tout. Merci. Alors, je vais faire une réponse de banquier central, c'est-à-dire je suis d'accord avec quasiment tout, mais j'ai fait essayer de faire en sorte que le mais ne dure pas très longtemps parce que l'heure tourne. Non, je pense qu'il y a un vrai consensus qui émerge sur l'opportunité qu'il y a en ce moment en Europe. On parle ici de l'interbancaire, on a aussi parlé ce matin des opportunités vis-à-vis des paiements de détail. Je pense qu'il est clair que ces opportunités-là vont se matérialiser, notamment dans le contexte géopolitique, si on arrive à faire émerger des solutions pan-européennes. C'est-à-dire si on arrive à faire en sorte que les services qui sont fournis, qu'on parle de paiement, d'investissement, soient fournis bien au niveau pan-européen, ça c'est très clair. Donc, maintenant, quand on parle de solutions, donc, on sait qu'il y a des solutions techniques qui existent. Je dirais même qu'il y a beaucoup de solutions techniques qui existent. Ce n'est pas l'innovation qui manque dans ce domaine-là. Pour nous, côté Eurosystème, ce qu'il va falloir arriver à mettre en place, et c'est ce qu'Adeline a souligné, c'est vraiment une question d'avant tout de gouvernance sur cette track 2, c'est-à-dire mettre en place une gouvernance pour travailler avec le marché, définir ce que peut être, comme a dit Pierrot, un shared ledger, un registre partagé en Europe.
ou en tout cas un registre qui soit le cœur d'un écosystème européen parfaitement connecté. Et ça implique qu'on n'introduise pas avec les nouvelles technologies et la tokenisation la fragmentation qu'on connaît dans les infrastructures actuelles. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on peut le faire, on peut le faire en travaillant ensemble, secteur public, secteur privé. Donc on va pour ce faire continuer l'engagement avec le marché, notamment par le groupe de contact que Jacques connaît très bien, très rapidement en 2025. Et on va aussi mettre en place des projets communs pour tester beaucoup de questions qui se posent quand on parle de Shared Ledger et de Track 2. Stéphanie a souligné la question de comment est-ce qu'on transcrit le système monétaire actuel dans un univers DLT. Qu'est-ce que ça veut dire complémentarité monnaie publique, monnaie privée quand il y a des dépôts tokenisés des stablecoins. Donc c'est une question extrêmement essentielle. Je pense qu'il y en a beaucoup d'autres aussi, puisque comme on l'a bien dit, on parle de tokenisation, on parle d'infrastructures qui vont aller au-delà de ce qu'on connaît dans nos infrastructures actuelles. Aujourd'hui, dans l'eurosystème, on opère une plateforme qui fait du règlement livraison. Quand on parle de Shared Ledger, on parle d'une plateforme pour l'émission. Le règlement, potentiellement le trading. Donc ça rajoute de la complexité, mais c'est une bonne chose parce qu'en travaillant ensemble, on peut arriver à avoir un écosystème européen qui soit extrêmement compétitif et qui soit ouvert. Mais ça implique de commencer dès maintenant en parallèle Track 1 et Track 2. Merci. Écoutez, ils ont été formidables. On a rattrapé beaucoup de retard.